Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'atelier Passion du Bois. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit bilan, débrief de la construction de mon vaisselier. Donc vous avez pu voir, ou si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, les trois parties de la construction du vaisselier. Et là aujourd'hui, voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a en dehors de la construction et puis finalement ce que j'en pense et mon avis sur cette construction. Alors je vous propose de découper ça en plusieurs parties. Je vais faire une première partie sur la partie basse, justement la partie haute. Après, un point sur la partie temps, coût, une partie sur le bois, les outils, et puis après sur le meuble de manière générale. Donc le but de cette vidéo, c'est aussi de vous faire un débrief complet, on va dire, sur la construction et puis surtout les défauts du meuble, hein, parce que quand on regarde les vidéos sur YouTube, on a souvent l'habitude de voir des choses qui nous paraissent nickel, et effectivement, tous les petits accros de la construction ou les résultats finaux sont vite cachés. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est grâce finalement à ces erreurs qu'on arrive à apprendre et puis surtout à s'améliorer pour la prochaine fois. Donc je vais vous faire partager aussi voilà, tous les écueils que j'ai rencontrés sur la construction et puis tous les défauts que je vois pour moi sur le meuble, qui pourront être transparents pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de regarder ça, mais qui sont importants pour moi et qui vont me servir finalement dans mes prochaines constructions. Allez, on va commencer par la partie basse. Alors la partie basse, si c'était à refaire, quelles sont les choses que je modifierais? La première, ce sont ici, au niveau de ces tiroirs qui s'ouvrent, c'est que c'est un point que je n'avais pas forcément regardé au départ, mais c'est que quand elles retombent, elles viennent se placer mais à peu près à 2 mm au-dessus des charnières en laiton qui servent pour la partie basse. Et du coup, elles viennent entre guillemets s'encastrer dedans, avec le poids quand ça tombe, voilà, c'est bien s'encastrer dedans et du coup il faut le retirer. Donc ce que je vous invite à faire, c'est que si vous faites une construction de ce type, c'est de vérifier que quand ce tiroir redescend vers le bas, que vous n'arrivez pas pile dans votre charnière et du coup les placer en position par rapport à ça. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau de la construction en elle-même. Si vous vous rappelez un petit peu, donc c'est la première partie de la vidéo qui est en première partie, c'est que l'intérieur, tout a été fait avec des assemblages de type pocket hole. Voilà, si c'était à refaire, je pense que j'essaierai de refaire plus, comme j'ai pu le faire sur la partie haute, des assemblages vraiment avec des rainures dans les montants et puis des fonds de panneaux qui viennent s'incruster dedans. Je pense que sur le long terme, ça aurait été quand même plus joli, même si là au final ça ne se voit pas et ça ne bouge pas, contrairement à la partie haute que nous verrons juste après. Après c'est plus sur le côté vraiment ébénisterie au sens global du terme, où voilà, ça aurait été plus sympa d'avoir vraiment des assemblages un petit peu plus classiques. Concernant maintenant la partie haute, une des erreurs que j'ai faites, c'est, et pourtant je le savais, mais c'est voilà, les panneaux que vous allez incruster dans vos rainures, il faut toujours les préfinir entre guillemets auparavant. C'est-à-dire que ces panneaux, j'aurais dû les teinter avant de les incruster. Parce que quand le bois bouge, là on va le voir ici sur le côté, là, voilà, le bois a déjà commencé un petit peu à bouger, et du coup j'ai le bois naturel qui ressort. Donc là il va falloir que je le reteinte. Si j'avais pré-teinté mes panneaux avant de les incruster dans ces rainures, j'aurais pas eu ce souci. En bougeant, on n'aurait pas vu l'écart. Voilà, on le voit un petit peu plus encore ici, donc c'est des choses qui ont bougé. Donc voilà, si vous faites une construction de ce type, je vous invite à faire cette partie-là. Pour l'assemblage des étagères, j'ai fait un assemblage avec donc les petits systèmes classiques d'étagères, parce que je ne savais pas encore quelle était la hauteur, dans quel sens j'allais mettre les verres, et au final je me retrouve avec des trous qui vont pas forcément resservir dans le temps, parce que voilà, tous les verres sont mis et finalement je suis plus embêté par rapport à ça. Donc du coup, si vous savez exactement quelles sont les hauteurs de vos étagères, à la limite, ne faites plus vos trous partout, faites-les directement en position, quitte à refaire un ou deux trous plus tard. Dans l'ensemble, ça ne bougera pas. J'ai vu tout à l'heure là sur les côtés le fait que ça a bougé, qu'il fallait préparer avant. De la même manière, pareil, mon fond je l'avais peint et on voit que ça a commencé déjà à bouger un petit peu dans le fond. Donc de la même manière, voilà, il faut préparer avant. Le gros souci que j'ai rencontré, et là je ne sais pas pourquoi, c'est que j'ai déjà des gros écarts. Et là je vois qu'on a un écart de quasiment 4 mm, sachant que le bois était rentré quasiment de 5-6 dans la rainure. Donc le bois s'est rétracté quasiment d'1 centimètre. Donc là j'ai du mal à comprendre pourquoi. La seule chose qui pourrait expliquer ça potentiellement, c'est que dans l'atelier, quand j'ai fait la construction, il faisait 5-6 degrés en permanence. Alors du coup quand il est rentré dans la maison, il s'est pris 20 degrés. Mais pour moi, avec la chaleur, le bois aurait dû s'étendre plutôt que se rétrécir. Donc voilà, j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé par rapport à ça, mais voilà, prévoyez bien, en tout cas quand vous êtes des assemblages classiques de fond dans des rainures,
d'aller quasiment au maximum de la rainure, parce que voilà, quand ça se rétracte, finalement ça peut laisser apparaître des trous comme ça. On verra un petit peu dans le temps si ça va bouger encore ou pas. Là, voilà, j'ai surveillé, c'est apparu vraiment dans les premières semaines, et depuis, ça ne l'a pas refait. Mais là, c'est quand même assez impressionnant, c'est le côté qui me dégoûte un petit peu là sur la construction. Concernant les étagères, alors c'était un choix de faire des petites étagères rectangulaires pour éviter de faire des découpes par rapport au montant, hein, comme on voit ici. Alors du coup, j'ai des petits espaces vides qui ne sont pas gênants pour moi, hein. Si je devais déplacer un verre sur le côté, c'est pas pour autant qu'il tomberait. Mais voilà, si vous voulez vraiment faire des étagères complètes sur tout le long, je vous invite à faire vraiment des gros panneaux avec vos prédécoupes par rapport aux angles si vous le souhaitez. Moi, pour le coup, ça ne me dérange pas. Au moins, j'ai pu fixer mes petites tablettes dans l'ordre que je voulais et j'étais content. Un petit aspect maintenant sur les portes. Donc pour les verres, en fait, j'ai plutôt que d'acheter du verre tout simple, généralement de 3-4 mm, là j'ai acheté du verre de 6 mm d'épaisseur qui est feuilleté. Pourquoi? Parce que j'ai des enfants à la maison et je me suis dit si un jour il y a un jouet ou autre qui passe à travers la vitre et que tout tombe, j'avais vraiment peur de ce côté-là. Donc du coup c'est des vitres de 6 mm d'épaisseur qui sont feuilletées et si elles se pètent, ça fera comme un pare-brise, ça viendra s'effeuilleter mais j'ai pas de morceaux de verre qui vont tomber et qui risqueront de blesser les enfants. Par contre, voilà, ce verre du coup est un petit peu plus lourd et je vois qu'il y a des endroits où les portes s'affaissent déjà un petit peu et j'ai dû raboter là généralement un petit peu en dessous parce que ça commençait à frotter de l'autre côté par rapport à la construction initiale. Donc on verra dans le temps. C'est vrai que ces constructions étaient faites ici, donc on a un domino qui se positionne comme ça. Je pense qu'idéalement, il aurait fallu mettre des tenons. Vous pouvez regarder dans les commentaires, là j'ai eu quelques échanges avec Mathieu David sur le sujet, d'avoir des tenons qui venaient vraiment jusqu'au bout complet, plutôt que ce système de faux tenons qu'on peut avoir avec la domino. Je pense que ça aurait été un petit peu plus solide. Alors pour le meuble en lui-même, je vais venir ici, hop. La partie du dessus, elle est uniquement posée sur la partie basse, sachant qu'elle vient à peu près reposer sur les 2/3 de la profondeur du meuble. Donc là, avec son poids naturel, plus tout ce qui a été mis dedans, franchement, il n'y a aucun problème, ça va pas du tout basculer, donc j'ai vraiment pas d'inquiétude par à ça, et j'ai pas mis de fixation spécifique là-dessus. Le meuble en lui-même est plutôt léger, à chaque fois ça se portait à deux, sans aucun problème. C'est du bois de palette, hein, on n'est pas sur du chêne, hein, donc franchement ça se portait bien à deux, c'est juste l'aspect encombrant. Sinon au niveau du poids il n'y avait vraiment aucun souci, donc c'est pour ça aussi que les deux parties sont séparées. Alors je vous propose de maintenant passer un petit topo sur la partie temps-coût du vaisselier. Donc vous avez dû le voir dans le dernier article que j'ai fait sur mon blog, où voilà, le montant du vaisselier finalement hors bois, puisque c'est du bois de palette que j'ai trouvé dans la rue, finalement ça s'élève déjà quand même à 350 €. Entre le verre, entre toutes les pièces en laiton, que ce soit les charnières, les loctos, la peinture, la teinte, voilà, tous ces éléments-là, finalement, c'est mis bout à bout, c'est des choses qui coûtent cher, et on se rend compte qu'on arrive déjà à 350 € hors bois. Si j'avais dû faire ça en chaîne, quand on a des prix comme 3000 € le mètre cube, voilà, c'est un petit peu cher pour ce type de meuble, en tout cas, qu'on peut trouver dans le commerce, on va dire, à des prix plus intéressants. Après, voilà, vous ne l'avez pas fait vous-même, il n'est pas sur mesure, bon. Ça, je ne vais pas rentrer dans le débat par rapport à ça. Moi, perso, je voulais vraiment un truc spécifique pour moi, avec une taille spécifique. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça moi-même. Et après, le côté palette, c'était vraiment un petit côté challenge de se dire, voilà, avec ce bois finalement qui n'est pas très noble, est-ce qu'on arrive à faire quand même quelque chose de sympa, ou finalement on arrive à créer la surprise chez les gens en vous disant, voilà, c'est un meuble fait en palette. Ah bon, c'est fait en palette, on dirait pas. Bah oui, c'est aussi un petit peu le but de cette construction. Finalement, sur le temps que j'ai passé, je crois que j'ai dû passer quasiment 150 heures sur le meuble, hein. Ça s'est écoulé sur 9 mois total, donc c'est énorme, hein. Ce serait impossible de faire ça en tant que pro, ce serait vraiment pas du tout rentable. Donc voilà, pensez-y bien avant de vous lancer dans un meuble comme ça, c'est que ça prend énormément de temps. Je vous avoue que c'était à la limite de me dégoûter sur la fin où voilà, j'avais qu'une envie, alors j'ai pas bâclé, mais j'avais qu'une envie, c'est que ça se termine parce que voilà, ça faisait 9 mois que c'était là, en plus vu la taille de mon atelier, ça me prenait pas mal de place, donc j'étais vite bloqué, je pouvais rien faire d'autre à côté, donc voilà, j'étais content de poser les derniers éléments. Là il me reste encore les boutons de porte du haut, j'ai pas encore trouvé ce qui me satisfaisait, mais bon voilà, pour l'instant en tout cas il est monté dans la maison et je suis bien content qu'il soit rentré pour pouvoir faire d'autres projets dans l'atelier. Alors finalement, comment j'aurais pu aller plus vite pour construire ce meuble? Le premier, c'est de ne pas l'avoir fait en palette, hein, parce que j'aurais pu effectivement acheter du bois, ça aurait été plus simple, ou alors récupérer du bois de palette déjà désossé, ou des plus grosses épaisseurs. C'est que souvent, pour faire mes montants, j'ai dû coller 2, 3, 4 planches de palette
pour arriver à l'épaisseur voulue. Donc du coup, il y a un énorme temps de décochissage, de rabotage, collage entre tous ces éléments, et c'est ça qui a pris du temps. Le deuxième point, c'est de faire peut-être des plans un petit peu plus précis. C'est quelque chose que j'aime pas trop faire, donc du coup je suis vite à faire mon petit dessin sur mon papier et puis après c'est parti. Et j'ai besoin que, entre guillemets, la réalisation me parle quand je suis en train de la construire, et potentiellement en cours de route je me rends compte qu'il y a des choses qui vont pas, et en voyant comment ça se construit j'ai envie de faire des choses différentes. Enfin après c'est voilà, c'est ma méthode de fonctionnement, mais du coup ça me prend un petit peu plus de temps. Parce que à chaque moment il faut réfléchir, plutôt que de se dire bah voilà, j'ai ma feuille de coupe, je sais que je dois couper du 30 par 40 en 6 exemplaires, et puis voilà, c'est parti, on débite. Là finalement, chaque découpe est une réflexion globale sur le meuble, de savoir ce que ça va donner, et voilà, ça prend aussi un petit peu plus de temps à cause de ça. Je rebondis maintenant sur la partie bois en lui-même, donc comme je vous l'ai dit, c'est du bois de palette. Ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'avec les palettes, en fait, il y a différents types de palettes qui ont plus ou moins supporté des produits chimiques, qui ont plus ou moins été traités différemment. Donc j'essaierai de vous mettre dans la description là, un lien qui vous présente un petit peu tous les types de palettes et celles qu'on peut ou qu'on ne peut pas utiliser, par exemple tout ce qui est palettes colorées, les rouges, les bleus, etc. Là c'est le truc à éviter parce que c'est des saloperies. Voilà, donc normalement j'ai bien fait attention dans les palettes que j'ai choisies pour cette construction. Néanmoins, comme vous avez pu le voir, c'est que j'ai acheté du sapin pour tout ce qui est tablette qui supporte les verres, parce que j'avais quand même le doute de la palette, de sa provenance, et du coup je me suis dit, comme c'est des verres qui vont servir après à être mis à la bouche, et je voulais éviter en tout cas tout soupçon par rapport à ça, et c'est pour ça que j'ai acheté des tablettes de sapin directement en magasin. Alors au début je pensais me dire aussi que c'était pour un gain de temps. Finalement, les tablettes en magasin sont tellement pourries que dès qu'on les coupe, ça libère des tensions de dingue. J'ai dû redégauchir et raboter la moitié des planches tellement c'était affolant. Donc voilà, c'est pas un gain de temps. Là, c'est plus vraiment sur l'aspect, je ne vais pas dire psychologique, mais vraiment réel, de être sûr de ne pas avoir de parties toxiques en contact avec des éléments qui vont servir derrière pour se nourrir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le bois de palette est très fragile. Dès que vous mettez un petit coup de ciseau à bois pour faire une entaille, si vous tapez un petit peu trop, ça y est, la moitié du bois qui s'arrache. Donc la scie glue, l'espèce de, on va dire, de super glue pour le bois, m'a servi énormément pendant la construction, où au bout d'un moment, pouf, il y a un truc qui saute, allez, c'est parti, on met un petit peu de colle, on peut retravailler 10 minutes après. Donc voilà, ça c'est vraiment le type de colle qui m'a sauvé pendant la construction. Il faut vraiment faire attention à ça, et de même après, pendant le montage, si vous mettez pouf un petit coup, ça y est, vous avez déjà une entaille. Alors après, vous avez toujours l'astuce de prendre votre fer à repasser et refaire gonfler le bois, mais voilà, c'est quand même du bois qui est hyper fragile, et dès que vous donnez un coup dessus, vous avez directement un choc, et c'est un petit peu dommage, c'est le côté dommage en tout cas de ce meuble. Au niveau du nombre de palettes, voilà, j'ai Anthony là, qui m'a posé la question. Je n'ai pas compté, et c'est surtout qu'après j'ai récupéré du bois de palette que j'avais déjà désossé au préalable, mais en gros je pense que je dois être entre 15 et 20 palettes, sachant que c'était des palettes doubles où j'avais allez, peut-être 8 lames au-dessus et 8 lames en dessous, donc des palettes qui étaient assez grosses, et puis à chaque fois j'utilisais aussi les gros montants qui servent à relier ce bois de palette. Je vais faire maintenant un petit focus sur la partie outillage qui m'a servi pour cette construction. Vous allez voir, j'ai utilisé énormément de matériel, et au final, il y a quand même des éléments qui auraient pu être faits différemment. Donc à minima, ça c'est sûr, c'est que vous aurez besoin d'une dégauchisseuse, d'une raboteuse, surtout pour travailler avec le bois de palette, d'une scie sous table, d'une ponceuse. La scie à onglet, pour moi, elle peut être évitée si vous avez un traîneau à mettre sur votre scie sous table, donc ça peut complètement être évité. La défonceuse qui m'a servi essentiellement pour faire les rainures, ça c'est pareil, si vous avez votre scie sous table, vous faites un passage vertical, un passage horizontal, et du coup vous venez faire vos découpes comme ça de vos feuillures, donc ça aurait pu être complètement évité. J'ai utilisé également une affleureuse pour faire mes rainures, mais éventuellement si vous ne faites tout qu'avec un système de pocket hole, si vous avez un kit de type Craig ou Wallcraft ou autre, vous pouvez très bien vous débrouiller avec ça, donc ça peut également être évité. La domino que j'ai utilisée pour la structure, de la même manière, si vous avez votre kit de type pocket, de construction de type pocket hole, ce qu'on appelle les vis-biaises en français, vous pouvez utiliser ça également pour relier tous les éléments montants et traverses de la structure. Il n'y aurait pas de souci. On voit beaucoup d'Américains travailler juste avec ça. Alors c'est pas le plus propre, c'est pas le plus beau en termes de menuiserie, mais au moins avec ça, vous pouvez déjà faire vos constructions sans problème. Après, outil manuel, ciseaux à bois indispensable pour toutes les petites retouches, pour tailler les entailles qui ont servi pour mettre les charnières.
un rabot de paume. Alors là, c'est le petit rabot qui m'a sauvé pendant la construction parce que il fallait récupérer à chaque collage les petits désaffleurs au niveau de la structure et autres. Et donc vraiment, voilà, si vous avez un petit rabot de paume qui est bien aiguisé, bien affûté, c'est vraiment canon. Donc voilà un petit peu pour les outils. Donc si on résume, une dégo, une rabot, une scie sous table, une ponceuse, et puis après derrière un kit de type Kreg, en tout cas pour les pocket holes, et après les outils à main, ciseaux à bois et puis rabot de paume. Avec ça, vous pouvez faire la construction chez vous sans problème, vous pouvez éviter tout le reste. Alors j'espère que ce débrief, ce bilan en tout cas de la construction vous a plu et surtout vous servira chez vous si vous souhaitez vous lancer dans une construction de ce type. Je vous invite à le faire parce que c'est vraiment une expérience très intéressante, on apprend beaucoup de choses au fur et à mesure, il y a beaucoup de choses à penser pendant la construction, comme par exemple ne pas oublier de faire les finitions de ces panneaux qui vont glisser dans les structures pour éviter de voir apparaître le bois brut quand ça va bouger avec le temps. Mais voilà, il y a toutes ces petites choses qui sont très intéressantes à voir. J'espère aussi que vous avez été content de voir que je vous partage tout ce qui est défaut du meuble, hein. Je n'ai rien à cacher par rapport à ça et finalement j'espère que vous pourrez apprendre de mes erreurs. Dans l'ensemble je suis quand même hyper satisfait de ce buffet, ce vaisselier qui a tout de suite trouvé sa place dans la maison parce que voilà, il est vraiment, la taille était faite pour. J'ai pu ranger tout ce que je voulais dedans, hein, toute ma collection de verres qui peut en impressionner certains. Mais voilà, ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce meuble à la maison. Et puis par contre voilà, si c'était à refaire, je ne sais pas si je le referai vraiment parce que j'ai vraiment passé énormément de temps sur le sujet. Travailler avec du bois de palette, c'est vraiment pas très agréable, surtout pour des structures de ce niveau-là. Donc réfléchissez-y à 2 fois avant de vous lancer dans un projet de ce type sur du bois de palette. Mais bon, au final, le résultat est là. Tous ceux qui viennent à la maison trouvent ça vraiment sympa. Donc voilà, c'est quand même une bonne réalisation. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui sortiront très bientôt. Allez, ciao!